Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Eh oui, malgré la pollution, malgré les barrières, malgré les rats, malgré tout cela, Paris sera toujours Paris, ben, on l'espère. En attendant, quand même, il y a des chiffres, quand même, vous savez, qui passent comme ça, qu'on entend un peu préoccupants. Il paraîtrait, Paris aurait 8 milliards de dettes en 2025, serait endetté de 8 milliards d'euros. Que l'augmentation de la taxe foncière va aller jusqu'à 52%. Que chaque année, Paris perd des habitants. Selon l'INSEE, avec 2 502 600 habitants en 2020, la capitale a perdu plus de 95 000 habitants en 2009, alors qu'elle a gagné encore 3 700 en moyenne par an entre 2008 et 2013. Et après 2013, pas pourquoi, là, ça a commencé à diminuer. Nelly Garnier, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes conseillère de Paris, vous êtes vice-présidente des Républicains. Et puis, voilà, quand on demandait, là, récemment, à Anne Hidalgo, maire de Paris, si, effectivement, elle se préoccupait de l'état financier de la capitale. Avant, elle s'était préoccupée de la climatisation, pas vraiment, en disant, il n'y a pas besoin de clim pour les athlètes des Jeux Olympiques. Alors on lui a demandé, oui, mais quand même, la dette, etc. Voici ce qu'elle a répondu. La ville de Paris est une ville bien gérée. C'est une ville où nous avons investi. Qu'est-ce que c'est que bien gérer aujourd'hui? C'est ne pas faire de l'endettement un sujet qui pèse sur les générations futures, mais c'est relever les défis. Vous allez quand même avoir une dette qui va atteindre les 8 milliards en 2025, non, pas du tout. C'est une dette qui est très maîtrisée et c'est une dette qui, en fait, a servi à financer quoi? Nous, le choix que nous avons fait à Paris, c'est de faire la transition écologique, rénover les bâtiments, faire en sorte que dans tout le parc HLM, et il n'accompagne pas 0 € de dotation de l'État pour Paris. Alors voilà, mais elle ne s'arrête pas en si bon chemin, Anne Hidalgo. Elle va attaquer l'État. Eh oui, elle va attaquer l'État. Ah bon? Comment elle va attaquer l'État? Écoutez. Nous sommes une collectivité solide et d'ailleurs, je le dis ici, celles et ceux qui viendraient sur les plateaux pour expliquer que la ville est en faillite, je ne laisserai pas passer. J'attaquerai d'abord et deuxièmement, je vous le dis aussi, j'ai décidé à Paris d'engager un contentieux contre l'État parce que l'État ne respecte pas la ville, ne respecte pas les Parisiens. L'État qui met 0 € de dotation cette année sur le budget de la ville ne respecte pas, y compris ces obligations constitutionnelles qui disent très clairement, et les textes également européens, qui posent le principe de la libre administration et de l'autonomie des collectivités territoriales. Alors, obligation constitutionnelle, et attention Nelly Garnier, celles et ceux qui iront sur les plateaux pour contester, oui, je ne laisserai pas passer, attention. Hein. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, vous l'avez très bien dit, déjà il y a eu cet endettement qui est absolument pas maîtrisé. 2001, à la fin du mandat de Tibéri, 1 milliard de dettes à Paris. 2014, à la fin du mandat de Bertrand Delanoë, vous avez 4 milliards de dettes. Et à la fin du mandat, enfin en milieu du mandat d'Anne Hidalgo, on est en réalité à 10 milliards de dettes. Parce que vous avez cité les 3 milliards de dettes, les 8 milliards, oui. Mais en réalité il y a 2 milliards de dettes cachées parce que quand François Hollande était président de la République, il a autorisé Anne Hidalgo à percevoir jusqu'à 60 ans d'avance de loyer des logements sociaux. 60 ans d'avance? Oui, jusqu'à 60 ans d'avance. Donc c'est de la dette cachée. C'est en fait parce que pour lui maintenir son budget à l'équilibre. Et ça a été, c'est une mesure à laquelle on a mis fin là avec Olivier Dussopt. Donc en réalité, il y a Anne Hidalgo. Dans le même temps, elle a eu une augmentation depuis 10 ans de 43% des recettes fiscales. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la taxe foncière, mais entre-temps, elle avait fait augmenter la taxe sur les résidences secondaires, la taxe balayage, la taxe de séjour, et puis elle a fait aussi augmenter les amendes de stationnement, elle a mis le stationnement payant pour les 2 roues motorisées, elle a fait augmenter tous les tarifs, et puis elle a été chercher de l'argent partout, parce qu'elle a aussi augmenté les tarifs de périscolaire, de cantine. Donc vous avez d'un côté la dette qui se creuse, de l'autre côté les recettes qui n'arrêtent pas d'augmenter. Donc Anne Hidalgo, c'est un panier percé, et à un moment,
plus vous pouvez continuer à mettre de l'argent dans le panier, de toute façon, elle trouve toujours un moyen de le faire disparaître. Et d'ailleurs, cette interview LCI dont vous parlez, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'elle commence par parler de sa prochaine augmentation. Elle dit oui, alors maintenant, on va s'intéresser aux taxes de séjour dans certains hôtels. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fini d'annoncer une nouvelle hausse fiscale, qu'elle est déjà sur la suivante, parce qu'en fait, c'est une fuite en avant, Anne Hidalgo. Donc, les Parisiens n'auront plus que l'impôt sur les eaux, comme disait Michel Audiard. Oui, parce que et vous savez, c'est ironique, parce qu'elle dit je vais attaquer en justice, mais je veux vous dire, s'il le pouvait, c'est les Parisiens qui attaqueraient Anne Hidalgo en justice. Elle fait campagne en 2020 en disant non, mais droit dans les yeux, il n'y aura jamais d'augmentation d'impôts pendant le prochain mandat. Pendant la campagne présidentielle, quand elle est candidate, elle réitère « je ne ferai pas d'augmentation d'impôts ». Et aujourd'hui, très tranquillement, elle vous dit « bah oui, j'augmente les impôts », mais puis elle les augmente pas un peu, plus 52%. Vous avez aussi une hausse des bases locatives, enfin des valeurs cadastrales, ce qui fait que ça va monter à plus 62% pour les Parisiens. C'est la plus grosse hausse de toute la France. Donc on passe de « je n'augmenterai jamais les impôts » à « je fais la plus grosse hausse de taxes foncières de toute la France ». Mais Nelly Garnier, quelque chose, la conseillère régionale que vous êtes, aussi comme la conseillère de Paris, mais il y a quelque chose, quand elle dit, alors je ne sais pas si c'est une question, quand elle dit l'État a l'obligation constitutionnelle d'aider les collectivités locales, est-ce que l'État doit aider Paris en accordant des subventions? Parce qu'il dit voilà, on a 0 subvention de l'État, etc. Non, l'État doit compenser, par exemple, quand il y a des transferts de compétences, il doit donner les ressources qui vont avec. Mais vous parlez de la région et c'est un bon exemple, parce que vous savez, moi je suis conseillère régionale avec Valérie Pécresse, quand elle a pris la région en 2015, qui était avant gérée par la gauche, vous aviez 60% du budget, c'était les dépenses de fonctionnement, donc c'est-à-dire les dépenses de personnel et les dépenses d'administration. Et 40%, c'était les dépenses d'investissement. Et donc aujourd'hui, c'est totalement inversé. Vous avez 60%, c'est les dépenses d'investissement, et 40% les dépenses de fonctionnement et de personnel qu'on a baissées. Et ça nous permet quoi? Ça veut dire que l'argent de la collectivité, elle va principalement investir. On a fait un plan massif pour rénover tous les lycées. Elle va dans les transports, elle va dans les aides aux acteurs économiques. Mais aujourd'hui, la ville de Paris, c'est 55 000 agents. Je pense que pour les gens qui sont dans les régions, ça doit être un chiffre... 55 000 agents. À Paris, c'est le contraire. Oui, c'est-à-dire que vous êtes quasiment à 10 milliards de budget et 55 000 agents. Je pense que si vous avez des gens de toutes les régions qui viennent à Paris, ils doivent avoir l'impression que c'est une ville pauvre. Vous savez, souvent, ils arrivent à Gare du Nord, c'est un peu le tiers-monde, quoi. On est entre les rats, les chantiers, il n'y a rien qui est entretenu. Paris, c'est une ville riche. Et donc, il y a une colère des Parisiens de se dire, on est dans une ville qui a de tels budgets, qui a de tels moyens, et on a une qualité de vie qui est aussi dégradée. Et alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, justement, on parlait de référendum. Christophe Prudhomme demandait un référendum sur la santé. Vous parlez de référendum peut-être des Parisiens, effectivement, mais on a l'impression là-dessus que ça passe que les citoyens, que les habitants sont absolument pas, ça se passe pas au-dessus d'eux, et on leur dit, écoutez, circulaire, il n'y a rien à voir. C'est quand même assez, pour le moins désolant. Alors, on est dans un phénomène démocratique qui, effectivement, les gens ne se sont pas mobilisés pour les élections municipales. Et à Paris, ils votent avec leurs pieds. C'est-à-dire qu'ils votent en quittant Paris. Vous avez, vous l'avez dit, il y a 12 000 Parisiens qui quittent Paris chaque année. Chaque année, on doit fermer des classes parce que ce sont principalement les familles. Parce que pour les familles, c'est extrêmement dur de vivre à Paris. Tout est fait pour leur compliquer la tâche. Elles ne sont pas aidées. Et donc, Paris, c'est comme ça. Finalement, le résultat, le bilan d'Anne Hidalgo, ce sont tous ces Parisiens, toutes ces familles qui quittent Paris chaque année parce qu'ils sont écœurés de cette dégradation de la qualité de vie. Alors que c'est une des plus belles villes du monde, sinon la plus belle ville du monde, ne faisons pas de cocorico. Et c'est quand même désolant de voir à chaque fois cette espèce de déni de réalité. Moi, c'est ça qui me frappe, quoi. Non, mais tout va bien, etc. Et voilà. Et comme vous dites, c'est vrai que non seulement les Parisiens votent avec leur pied, il faut se rappeler que c'était encore le Covid et que beaucoup de gens ne sont pas allés voter aussi. Oui, bien sûr. Et puis on leur a annoncé qu'il n'y avait pas d'enjeu, que l'élection était gagnée d'avance. Donc
donc ils se sont pas mobilisés. Mais c'est vrai que, comme vous le dites, Anne Hidalgo, elle est dans un déni total. Quand vous vous souvenez le débat sur la propreté, vous faites quand même quand il y a des sondages, vous avez quasiment 90% des Parisiens qui disent qu'ils trouvent Paris sale. Bon, alors elle, il n'y a jamais de problème sur la propreté, et elle dit quand Paris est sale, elle dit non mais c'est de la faute des Parisiens, c'est parce qu'ils sont sales. Non, c'est peut-être la faute de son organisation de la propreté. Et on a parlé de budget, c'est intéressant, et de promesses de campagne, parce que elle a quand même fait une campagne, tout le monde l'a oublié, en disant je doublerai le budget propreté. Le budget propreté, c'est 500 millions d'euros par an. Déjà, je pense que en management, avec un meilleur management, avec une action plus efficace, on pourrait nettoyer Paris. Et surtout, elle n'a pas mis 1 euro sur l'augmentation du budget propreté. C'est-à-dire qu'elle fait des hausses d'impôts, des hausses de taxes, des hausses de tarifs, et on se demande où ça va. Non, mais ce qui est... Enfin, écoutez, sa plus belle quand même phrase, ça a été quand elle s'est présentée au présidentiel, elle a dit « Votez pour moi, je ferai de la France ce que j'ai fait pour Paris ». Ce qui lui a valu un score absolument à la soviétique. Nelly Garnier, mais vous, concert de Paris, etc. Mais que fait l'opposition? Alors évidemment, elle proteste, etc. C'est toujours pareil, l'opposition, c'est toujours... Ça doit être partout, et je dis ça de gauche comme de droite, le ministère de la Parole. Est-ce que vous avez une marge de manœuvre ou pas? Oui, bien sûr, parce que si on a arrêté les loyers capitalisés dont je vous ai parlé, cette manière de percevoir des loyers sur des dizaines d'années, c'est parce qu'on s'est très fortement mobilisé et qu'on a exigé de l'État et du ministère. On a exigé de Bercy qu'on arrête cette cavalerie budgétaire de fuite en avant. Donc on arrive quand même à obtenir des choses. Après, il faut surtout, et on exige par exemple qu'il y ait un contrôle sur les associations. Les associations, c'est 300 millions d'euros par an. Chaque année, oui. Chaque année de subventions aux associations. Et ça, pareil, la propreté, elle y touche pas. Ça aussi, d'ailleurs, dans l'opacité la plus totale quant au choix. Et voilà, et nous, on exige qu'il y ait des bilans sur les rapports d'activité, sur ce qu'ils font. Vous vous rendez compte et puis sur leur utilité pour les Parisiens, parce qu'avec Anne Hidalgo, tout est toujours très important. Alors vous avez un cours d'initiation à l'emploi de la marmite norvégienne, vous avez un cours de patchwork pour faire des grands panneaux patchwork sur le climat. Enfin voilà, c'est ça. Sa politique environnementale, c'est l'Académie du climat, où on prend des palettes pour la végétalisation, pour transformer la mairie du 4e arrondissement, qui était magnifique, en espèce de ZAD alternative. Donc voilà, nous ce qu'on fait, c'est qu'on est extrêmement vigilants, on ne laisse rien passer, on travaille avec la Chambre régionale des comptes qui en permanence n'arrête pas de dénoncer. On a parlé de... Il y a eu la question, elle dit je ne veux pas qu'on dise que Paris est en faillite. Il y a eu la question de la mise sous tutelle, parce qu'en fait elle ne présentait pas des budgets à l'équilibre. Et pourquoi elle fait cette hausse énorme? Parce qu'elle n'a pas eu le choix. Soit elle baissait les dépenses, soit elle augmentait les impôts, mais elle n'était pas en mesure d'avoir un budget à l'équilibre. Et dans ce cas-là, elle avait un budget insincère, et donc soit elle était mise sous tutelle de l'État, soit elle faisait une augmentation massive des impôts. C'est ça la réalité de l'augmentation de cette taxe foncière. Tellement bien l'augmentation massive des impôts, et comme dit l'autre, la tonte des moutons est toujours d'actualité. Merci Nelly Garnier. Merci. Merci Nelly Garnier. Je rappelle que vous êtes conseillère de Paris et vice-présidente des Républicains. On va se retrouver dans un instant.